La Révolution française a été le changement politique-social le plus important qui s'est produit en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Elle était une période violente dans laquelle s'est destitué le régime ancien pour instaurer un nouveau régime, où la Bourgeoisie, soutenue parfois par la population, est devenue la force politique la plus importante. Voyons les causes qui ont provoqué la Révolution. XVIIIe siècle. Nous sommes en France. Le courant de pensée actuel, c'était celui de la pensée illustrée. Les idées de Voltaire, Rousseau et Montesquieu ont beaucoup influencé dans la société. Les connaissances humaines peuvent dépasser l'ignorance, la superstition et la tyrannie pour construire un meilleur monde. Dans les réunions réalisées dans les maisons des gens riches, participaient des intellectuels et ils parlaient de philosophie, de politique et de littérature. Grâce à ces réunions s'est créée l'encyclopédie, une initiative de Diderot et d'Alembert. Il y avait beaucoup de collaborateurs qui ont écrit des articles pour montrer les idées de la pensée illustrée. L'encyclopédie a aidé au discrédit du système. Une société éduquée qui pense par soi-même, c'est la meilleure façon d'éliminer le régime ancien. Les principes fondés sur la raison, l'égalité et la liberté étaient présents dans la mentalité des Français et se sont étendus à l'Europe et ses colonies. De l'autre côté du monde, l'illustration avait servi d'inspiration pour qu'en 4 juillet 1776, les 13 colonies britanniques pourraient acquérir leur indépendance. La France était sous une monarchie absolue, où régnait le roi Louis XVI marié avec Marie-Antoinette. Les pouvoirs du roi et de la noblesse en étaient la base du régime. L'État se trouvait dans une situation fragile. Les mauvaises récoltes ont créé une grave situation de faim, pendant que le luxe et le gaspillage du roi et de la noblesse continuaient à endetter l'État. La mentalité illustrée, plus l'insatisfaction sociale, a provoqué l'éclatement de la Révolution. Allons voir comment était divisée la société française, composée par 3 secteurs sociaux, appelés États. Le premier État a été l'Église, qui ne payait pas d'impôts. Les paysans payaient 10% de récolte, et seulement l'Église avait le pouvoir de légaliser le mariage, les naissances et les décès. Le deuxième État était constitué par la noblesse, les propriétaires des terrains. Ils ne payaient pas non plus d'impôts. Les paysans leur payaient un tribut, et ils pouvaient seulement le vendre à eux. C'était un reste enfermé sur soi-même. Le premier et le deuxième État, c'est-à-dire le clergé et la noblesse, représentaient 3% de la population. Le troisième État constituait 97% de la population et sa composition était très variée. D'un côté, la bourgeoisie, composée par des marchands riches, des banquiers, des professionnels libéraux, des médecins, des avocats et de quelques artisans et des petits marchands. De l'autre côté, il y avait des paysans libéraux, des petits propriétaires, des locataires et des journaliers qui manquaient de pouvoir et de décisions politiques. Mais ils payaient tous les impôts. Ils faisaient les travaux les plus durs et ils n'avaient aucun droit. La bourgeoisie avait besoin d'avoir accès au pouvoir, avoir un État centralisé qui permettait des activités économiques, comme ça a été le cas en Angleterre. Mais revenons à Paris. Quand la précarité a causé des révoltes, les personnes sont allées au palais de Versailles pour réclamer. Alors un rumeur sur une phrase de Marie-Antoinette est né et elle a dit donc qu'il mange de la brioche, ce qui a résulté trop provocateur. Pour réduire les déficits budgétaires, le roi a dû déclarer l'État en faillite et convoquer en 1788 les États généraux, un parlement médiéval qui s'est convoqué pour première fois 174 ans plus tôt. Une assemblée où les députés de la noblesse, du clergé et du peuple se réunissent où ont assisté environ 1200 députés, la moitié en représentant les 2 premiers États et l'autre moitié le 3e État, qui avait doublé sa représentation. La même a été précédée par Louis XVI. La noblesse et les clergés demandaient les votes par classe, qui les assurait la majorité sans nécessité de concessions. Le 3e État demandait les votes par tête, et en vue de la négation de Louis XVI, le 3e État a décidé d'inviter aux députés de la noblesse et du clergé à se joindre. Se sont joints 149 membres du clergé et 2 de la noblesse. En conséquence de cet acte révolutionnaire, le roi Louis XVI a ordonné de fermer l'urne et a interdit l'entrée aux représentants du 3e État. Donc, les députés du 3e État ont décidé de constituer une nouvelle assemblée
et d'être le véritable représentant du peuple français. Ils ont trouvé un autre lieu pour se réunir, la salle du jeu de paume de Versailles. Le roi a essayé la dissolution de l'Assemblée, donc les députés Mirabeau a prononcé la phrase célèbre « Nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous sortirons seulement par la force de baïonnettes ». Le 14 juillet, le peuple de Paris a soutenu dans les rues leurs représentants, avec la paire de gardes royaux. Ils ont fait sauter la forteresse de la Bastille, symbole d'absolutisme monarchique, mais aussi un point stratégique du plan de répression de Louis XVI, parce que ces canons étaient dirigés au quartier Rouvraire. Après 4 heures de combat, les rebelles ont pris la prison. En retournant de la marée, la multitude a accusé le gouverneur de la prison de trahison. Ils l'ont poignardé et il a reçu un coup de feu qui l'a tué. Sa tête a été coupée et montrée clouée dans un pic dans la ville. Depuis ce jour, la coutume de promener dans un pic les têtes des décapités a été une chose très normale pendant la Révolution. La prise de la Bastille a donné aux radicaux et au peuple de Paris la confiance en soi-même et comme résultat l'expression dans la presse. Jean-Paul Marat, un médecin qui a fondé un journal avec un énorme succès, est devenu la voix de la Révolution et un type de leader du prolétariat avec son début envers les riches. Le roi a fini par céder et invité la noblesse et les clergés pour se joindre à l'Assemblée nationale. L'Assemblée a adopté le nom d'Assemblée constituante. Entre les travaux qu'il réaliserait se trouvait l'approbation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'élimination du féodalisme, l'appropriation des biens de l'Église, la constitution civile du clergé, la liberté de presse et la rédaction d'une constitution. Dans ces assemblées s'assiégeaient à droite ce qui était pour la monarchie parlementaire et à gauche les sympathisants d'une république qui représentaient les intérêts des classes moyennes et populaires. C'est de cette façon qu'est née la définition idéologique d'être de droite ou de gauche. À la fin du mois de septembre 1789, à Paris, un rumeur circulait disant que le roi préparait les troupes et les journalistes avec Marat en tête ont fait peur aux gens dans l'espoir qu'ils puissent réagir. Le peuple est allé à Versailles, a campé et a organisé des révoltes en dehors du palais. En plus, un groupe de femmes est entré au palais et elles ont décapité les membres de la garde royale. Ils ont exigé au roi de se déplacer de Versailles à Paris. Et il l'a fait. Une grande foule a défilé à Paris et le roi s'est logé au palais des Tuileries. Ça a été une façon de les tenir sous contrôle et de pouvoir les soumettre à la volonté populaire. L'Assemblée constituante, qui a aussi déplacé sa caméra à Paris, a obtenu l'approbation de la Constitution de 1791. La France marcherait comme une monarchie constitutionnelle. La Constitution a établi que la souveraineté réside dans la nation et non plus chez le roi. Et il a dû accepter la Constitution. Avec son énorme pouvoir affaibli, le roi a commencé à créer un plan pour récupérer son pouvoir. Et il sait qu'il peut seulement le faire avec l'aide d'une armée étrangère. Le plan avait été de s'enfuir du palais de Tuileries pour arriver à la frontière la plus proche. Le roi et la reine se sont déguisés en domestiques et ils se sont enfuis pendant la nuit. Mais quand ils ont été prêts d'arriver à la frontière de l'Autriche, ils ont été découverts puis capturés. Dans ces moments-là, le docteur Guillotin avait proposé une nouvelle méthode de décapitation. À l'Assemblée, le journaliste Marat, enthousiasmé avec cet artefact, a éprouvé la guillotine, qui a eu un rôle très important. Avec les rois capturés et avec leur peur d'une attaque immédiate, l'Assemblée a déclaré la guerre à l'Autriche. Les pays de la famille de Marie-Antoinette, bientôt rose, s'associe à l'Autriche. Le 10 août 1792, les masses braquent le palais de Tuileries et l'Assemblée législative suspend les fonctions constitutionnelles au roi. L'Assemblée a été convoquée aux élections dans le but de conformer par le suffrage le nouveau Parlement qui s'appellerait Convention nationale. La tension politique et sociale en France a augmenté. En plus, elle s'est trouvée en guerre et cédait le territoire aux ennemis. Le nouveau Parlement élu, composé principalement par les Jacobins avec Robespierre en tête et par les Girondins modérés, décide l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République. Un procès contre le roi est ouvert et ils se sont condamnés à mort. Ils sont exécutés par la guillotine. La révolution s'était radicalisée. Pendant cette période, s'était produit une mise au point entre les Jacobins et les Girondins modérés. Marat fond dans son journal Le Modéré et publie une liste de traites supposées à la Révolution. Ça finit avec le meurtre de Marat, pendant qu'il prenait une douche chez lui.
et en conséquence, Marat est devenu martyr et légende des radicaux. La Convention nationale a rédigé une nouvelle constitution et a créé aussi un nouveau calendrier, selon lequel l'année 1792 devient la première année de la nouvelle ère. Les nombres de mois ont changé. La semaine est enlevée dans le but de supprimer les connotations religieuses du dimanche et chaque mois se diviserait en 3 périodes de 10 jours. Les grands orateurs, Robespierre et Danton, ont été les figures les plus importantes dans ces moments-là. Le pouvoir législatif de la Nouvelle République a été en charge de la Convention, pendant que le pouvoir exécutif est retombé sur un organe de nouvelle création, le Comité de salut public, avec le but de préserver la République. Cet organe est tombé sous le commandement de Jacquevin Robespierre. Les Jacquevins ont éclaté, ce qui se connaît comme le régime du terreur. Entre 1793 et 1794, un type de dictature jacobine. L'expérimentation républicaine française a fini par évoluer vers un régime terroriste. Entre 2000 et 4000, on était guillotinés. Devant les accusations contre-révolutionnaires, les rigoureux responsables de la terreur ont mal servi aux idéaux qu'ils disaient défendre. Les prêtres et les membres de la noblesse ont été guillotinés, d'autant qu'à la guerre à la frontière, un jeune général a commencé à gagner quelques batailles pour la République française. Il s'appelait Napoléon Bonaparte. Mais à l'intérieur, il y a eu une rébellion qui a provoqué une vraie guerre civile et a confronté les sympathisants de la Révolution française et les contre-révolutionnaires. Elle s'appelait la guerre des Vendées. La folie collective à cause du fait que les mêmes leaders révolutionnaires auraient la chance d'être accusés, condamnés par jalousie de leurs rivaux ou pour assurer à une dictature personnelle. Robespierre a le procès de terreur comme étant un chemin vers l'artertu. Au contraire, Danton pensait que c'était le moment pour en finir avec la terreur, et par conséquent, il fut guillotiné. Le nombre des exécutions augmente, et ce fut connu comme la Grande Terreur. La folie de Robespierre seulement pouvait finir d'une seule façon, et c'était avec sa tête coupée par la guillotine. Avec l'effondrement de Robespierre, la terreur s'est terminée, mais pas la révolution. Finalement, dans une tentative de modération en 1795, a été promulguée la nouvelle constitution de l'année 3, qui avait élaboré la convention pendant les mois précédents. Il s'agissait d'une constitution très différente à celle de 1793 et en essence revenait au principe de la constitution monarchique de 1791. Les deux nouveautés qu'elle présentait étaient que le pouvoir législatif était composé par des caméras suivant les modèles britanniques et que l'exécutif était intégré par 100 personnes qui conformeraient les directoires, nom sur lesquels se connaît le nouveau régime républicain. Le directoire est une période datant de 1795 à 1799 de nature plus modérée. Cette période s'est caractérisée par la dissidence entre les directeurs et par une grave crise économique. Napoléon Bonaparte, retournant de sa campagne en Égypte, a trouvé la motivation pour donner en 1799 un coup d'État les 8 Brumaire. Il s'est fait proclamer le premier consul de la République et a commencé la phase politique du consulat. Dans cette étape, il a obtenu l'ordre interne et un grand soutien du peuple français. Il a repoussé l'économie. En 1804, il a fait une autre coup d'État. Au moyen du plébiscite, où Napoléon s'est proclamé empereur. Par beaucoup des historiens, la révolution a fini à ce moment-là, mais les cris de la révolution restent toujours dans tout lieu. Liberté, égalité et fraternité, ce sont les mots qui ont changé l'histoire de l'Occident pour toujours.